Au début des années 30, l'ambition de jeunesse de Winston Churchill, imprimer sa marque dans l'histoire, a fait place au désenchantement. Sa carrière semble bel et bien derrière lui. Il passe le plus clair de son temps à Chatswell Manor, dans le Kent, où il écrit beaucoup, notamment l'histoire de son ancêtre John Churchill, premier duc de Marlborough et grand chef militaire. Churchill en est persuadé, s'il a l'étoffe d'un meneur d'hommes, c'est héréditaire, et cette tradition familiale remonterait au fondateur de la dynastie, le père de John Churchill, le premier Winston. Il fut un aïeul particulièrement puissant, le père du plus grand capitaine de son temps à la tête des armées de Grande-Bretagne. L'art militaire coulait dans ses veines avec force et évidence, et c'était son sang qui perpétuait son message. Dans son enfance, dans le château familial de Blenheim, il a longuement admiré les tapisseries reproduisant les plus célèbres batailles de Marlborough. Sa propre tentative d'entrer dans l'histoire militaire s'est soldée par le désastre des Dardanelles en 1915. En 1932, les recherches de son livre le conduisent en Allemagne, où il doit visiter les champs de bataille de son ancêtre. Sur place, il assiste à l'émergence d'une nouvelle force inquiétante, née du ressentiment d'une Allemagne vaincue mais véhémente. Ces bandes de jeunes et robustes teutons, défilant en rang dans les rues allemandes, avec dans les yeux l'ardent désir de souffrir pour leur patrie, ne cherchent pas un statut. Ces gens veulent des armes. Et quand ils les auront, croyez-moi, ils exigeront la restitution de leur territoire perdu. Churchill a 57 ans. Il n'est plus dans la course. Politiquement, il n'appartient plus à aucun camp. Pourtant, son instinct batailleur est réveillé par la menace hitlérienne. Hitler est-il l'ennemi que Churchill se croit destiné à affronter? Est-ce le combat de sa vie, celui pour lequel il est né? Depuis la défaite des conservateurs aux élections de 1929, Winston Churchill est amer et désenchanté. Il ne se reconnaît plus dans la politique de son époque. Il était en marge de la vie politique. Même dans son propre parti, il était impopulaire. Il avait quitté les libéraux pour redevenir conservateur, mais il n'était pas en accord avec la ligne du parti. Et je crois que beaucoup se méfiaient de lui. Bientôt, Churchill se trouve un nouveau cheval de bataille. La remise en question de la domination impériale britannique par la montée en puissance du mouvement indépendantiste en Inde. Il ne faut jamais faire de concessions aux Orientaux. S'ils croient un seul instant avoir l'avantage sur vous, leur humeur devient violente. Il est particulièrement méprisant envers Gandhi, allant jusqu'à déclarer qu'il est écœurant qu'un petit avocat séditieux, un fakir à demi nu d'un genre bien connu en Orient, puisse négocier avec la Grande-Bretagne. Ses opinions réactionnaires ne sont pas populaires, même auprès de vieux amis comme le chef des libéraux, Archie Sinclair.
Je pense que toute sa vie, Churchill a pensé que l'Empire était la clé de la grandeur britannique dans le monde. Il voulait défendre l'Empire à tout prix. Et l'Inde était la bataille qu'il ne fallait pas perdre. C'est sans doute l'un des domaines dans lesquels il se trompait. En 1935, la Grande-Bretagne accorde à l'Inde une autonomie locale limitée. La bataille si chère aux yeux de Churchill est perdue. Une nouvelle fois, il se retire à Chartwell. Pourtant, même chez lui, il a des sujets de mécontentement. Son épouse, Clémentine, est partie pour une croisière de 4 mois en Extrême-Orient et il supporte difficilement la séparation. Ma bien-aimée Clémy, j'en ai le souffle coupé quand je regarde une carte et constate les énormes distances que vous avez parcourues. Comme je serai heureux quand vous prendrez le chemin du retour. Tandis que Clémy est au loin, Winston lui écrit sans cesse. 1er janvier 1935. Ma chérie, je vous envoie le premier bulletin de Chartwell qui indique, comme le célèbre bulletin de Napoléon après sa débâcle de Russie, que la santé de l'empereur est excellente. « 10 mars. Je suis heureux que vous n'alliez pas à Ceylan. Suite à leur expérimentation hasardeuse avec l'autonomie politique, ils ont abandonné tout leur système sanitaire et par conséquent, ils ont la peste. 11 avril. L'une des génisses a fauté avant d'arriver chez nous et elle va avoir un veau. Je propose cependant de l'accueillir comme s'il était légitime. En décembre 1936, une profonde crise nationale ramène Churchill sur le devant de la scène. Le roi Édouard VII a décidé d'épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Mon père n'a pas su prendre le pouls du pays. Et il n'y a pas que la Grande-Bretagne. Tout le Commonwealth s'était farouchement opposé à ce que Madame Simpson devienne reine. Comme toujours, jusqu'au tout dernier moment, il s'est efforcé de trouver une solution pour que le roi garde sa couronne. À ses yeux, une abdication était dramatique. C'était un coup terrible porté à toute l'institution. Fervent royaliste et romantique invétéré, Churchill prend la défense du souverain devant la Chambre des communes. Encore une fois, c'est un combat solitaire. Il déclenche un tollé parmi les députés. Après le débat, il déclare « Je suis fini ». Il aide alors le roi à rédiger son discours d'abdication. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. En écoutant le message royal à la radio, Churchill ne peut retenir ses larmes. L'Empire a été remis en question en Inde. Aujourd'hui, la monarchie est sérieusement ébranlée. Et il sait qu'un danger plus inquiétant encore menace la Grande-Bretagne. À quelques heures d'avion se trouve une nation de près de 70 millions de gens, les plus instruits, les plus travailleurs et les plus disciplinés du monde, à qui l'on enseigne depuis l'enfance que la guerre et la conquête sont un exercice glorieux et que la mort au combat
est le destin le plus noble dont on puisse rêver. Bien qu'il soit à l'écart de la vie politique depuis plusieurs années, Churchill, plus entêté que jamais, tente d'alerter ses concitoyens sur le danger que représente Adolf Hitler. Churchill n'en a toujours fait qu'à sa tête, et une fois qu'il avait décrété qu'il avait raison, il allait jusqu'au bout. Son combat contre la doctrine de l'apaisement et ses mises en garde sur le danger du fascisme et du nazisme se sont révélés a posteriori parfaitement justifiés. C'est notamment le sujet d'un discours devant la Chambre des communes. Je prédis qu'un jour viendra, tôt ou tard, sur un problème ou un autre, où il faudra prendre une position ferme. Je prie pour que ce jour-là, nous ne soyons pas les seuls à le faire. En septembre 1938, après avoir annexé l'Autriche, l'Allemagne menace d'envahir la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain se rend à Munich pour négocier avec Hitler. Il tente d'apaiser le Führer en acceptant son occupation des Sudètes, province germanophone. Les gens étaient profondément divisés sur la question de l'apaisement et de Munich. Nous étions tous écœurés par les expressions « la paix pour aujourd'hui » et « la paix avec honneur ». Pour nous, c'était une honte, une trahison. Le 15 mars 1939, Hitler occupe le reste de la Tchécoslovaquie, ce qui donne raison à Churchill, comme le reconnaît le député Brendan Bracken. Aucun homme de notre époque n'a montré plus de clairvoyance. Son long combat solitaire pour dénoncer les périls de la dictature sera le meilleur chapitre de sa vie bien remplie. Six mois plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Immédiatement, Chamberlain informe Churchill qu'il veut l'intégrer au cabinet de guerre. Mais le lendemain, Chamberlain hésite encore. Exaspéré, Churchill lui écrit. Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis notre conversation de vendredi, où vous m'avez laissé entendre que j'allais devenir votre collègue. J'ignore vraiment ce qui s'est passé depuis que vous m'avez dit « les dés sont jetés ». À 2 reprises, Chamberlain a adressé un ultimatum à Hitler dans l'espoir d'éviter une guerre. Il n'a obtenu aucune réponse. Le 3 septembre, il fut annoncé que le Premier ministre allait intervenir à la radio à 11h15. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. À peine avait-il terminé son allocution que retentissait à nos oreilles un étrange et long hurlement de sirène qui nous deviendrait plus tard familier. J'imaginais des spectacles de ruines et de carnage et d'immenses explosions secouant le sol, de bâtiments réduits en piles de gravats et de poussière. Car l'expérience ne nous avait-elle pas appris à quel point les bombardements aériens pouvaient être terribles ?
Après 10 ans de traversée du désert, Churchill revient enfin au gouvernement. Pour la seconde fois, il est premier lord de l'amirauté. C'est ainsi que je retrouvai le bureau que j'avais quitté dans la douleur et la tristesse, presque exactement un quart de siècle plus tôt. L'état-major eut la gentillesse d'envoyer le message à la flotte « Winston est de retour ». Au cours des 9 mois suivants, Churchill s'attache à redonner à la Royal Navy la puissance et le moral qu'elle a perdu. All over the world, your comrades in the Royal Navy are... En avril 1940, Churchill lance une offensive risquée dans la Norvège occupée par les nazis. Son plan rappelle sa stratégie malheureuse des Dardanelles en 1915. La campagne norvégienne est un fiasco. Churchill est en grande partie responsable de ce nouvel échec. Pourtant, aux yeux du public, il s'impose rapidement comme le bulldog britannique, alors que Chamberlain a l'image d'un conciliateur pusillanime. Confronté à une Chambre des communes hostile, Chamberlain demande à Churchill de défendre la stratégie du gouvernement. Le député Shannon raconte: C'est alors qu'il s'est levé. Immédiatement, tout le monde a vu qu'il était d'humeur belliqueuse. Il prononça un discours plein de verve et de mordant, une magnifique démonstration oratoire. Winston raconta le déroulement de la campagne norvégienne, la justifia et réduisit l'opposition en miettes. L'éloquence de Churchill confirme la disgrâce de Chamberlain. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague, Mr. Winston Churchill, the task of forming a new administration on a national basis. Ainsi, au soir du 10 mai, à l'aube de cette immense bataille, j'accédais au pouvoir suprême de l'État. Enfin, j'avais l'autorité pour donner mes instructions à toutes les parties. J'eus l'impression d'accomplir mon destin, comme si toute ma vie passée n'avait été qu'une mise en condition en vue de ce moment et de cette épreuve. Churchill a 65 ans. Depuis toujours, il veut être un homme qui écrit l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui vient à sa rencontre. Alors qu'il entre en fonction, rien ne semble pouvoir arrêter l'armée allemande qui progresse sur le territoire français. La force expéditionnaire britannique doit battre en retraite, mais Churchill exige la victoire coûte que coûte. Le grand mérite de Churchill, c'est d'avoir défini dès le départ un objectif clair et précis. Nous allons nous battre, nous allons l'emporter. Ce sera long et difficile, mais nous y parviendrons. Jamais il n'a été question de dire « on cédera peut-être s'ils reculent » ou « s'ils veulent bien se contenter de la moitié de la France, ça ira ». Non, c'était « c'est comme ça, un point c'est tout, on y va ». Churchill ordonne la dangereuse évacuation de Dunkerque. Il insiste pour que les bien portants partent en premier, les soldats blessés devront attendre.
Plus de 300 000 hommes rentrent sains et saufs. Nous devons prendre garde à ne pas parer cette libération des attributs de la victoire. On ne gagne pas une guerre avec des évacuations. Nous défendrons notre île, coûte que coûte. Nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains d'aviation, nous combattrons dans les champs et dans les rues. Nous ne nous rendrons jamais. Le 16 juin 1940, Churchill apprend la défaite imminente de la France. Fidèle à son rituel matinal, il est en train de travailler dans son lit. Son secrétaire particulier, John Colville. J'ai été réveillé à 6h30 par une estafette qui m'apportait tous les détails sur les Français. Quand j'ai entendu que le Premier ministre était réveillé, je lui ai porté le message dans sa chambre, où je l'ai trouvé allongé dans son lit ressemblant à un petit porcelet, vêtu d'un tricot de corps en soie. Cela faisait quelque temps qu'il ruminait. Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France est maintenant terminé. La bataille de Grande-Bretagne est sur le point de commencer. De son issue dépend la survie de la civilisation chrétienne. Hitler sait qu'il devra nous briser sur cette île sous peine de perdre la guerre. Si nous parvenons à lui tenir tête, le destin du monde pourra s'avancer vers de vastes contrées baignées de soleil. Par conséquent, rassemblons nos forces pour accomplir notre devoir. Gardons à l'esprit que même si l'Empire britannique et son Commonwealth durent 1000 ans, les hommes diront « ce fut leur heure de gloire ». La Grande-Bretagne étant menacée d'une invasion allemande, Churchill doit prendre une décision déchirante. Il sait qu'il doit à tout prix empêcher Hitler de s'emparer de la flotte française à Mers-el-Kébir, près d'Oran. Malheureusement, les amiraux français refusent de rejoindre les forces britanniques. Churchill donne donc l'ordre de détruire les navires français. Ce fut une décision terriblement difficile. Et je crois qu'aux yeux de l'opinion mondiale, elle a prouvé, plus que tout autre, la détermination des Britanniques. Mais ce fut pénible. Mon père ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il admirait et appréciait les Français. Pourtant, il fallait tout faire pour les empêcher de tomber aux mains des Allemands. En 10 minutes de bombardement, 1200 marins français sont tués. Ce fut une décision odieuse. Mais aucun acte ne fut jamais plus nécessaire que celui-là. La bataille de Mers-el-Kébir symbolise désormais l'implacable résolution de Churchill. Il a rallié autour de lui son cabinet de guerre et le peuple britannique. Il a également envoyé un message clair aux États-Unis, soulignant la volonté de résistance des Britanniques et la force de leur chef. Soutenu par tout le pays, Winston Churchill a enfin conquis le pouvoir qu'il convoite depuis toujours. Maintenant, il faut gagner la guerre.
Son cabinet de guerre est organisé pour lui assurer un contrôle maximal et il occupe lui-même la fonction de ministre de la Défense. Il mène tout le monde à la baguette. Ses exigences excessives et son tempérament colérique font peser une forte pression sur son entourage. Il est venu lire par-dessus mon épaule pour voir où j'en étais. Et il s'est exclamé « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ?» Sur le moment, j'ai eu très peur. Je me suis redressée et j'ai répondu « Monsieur Churchill, j'ai commis une erreur. Je n'allais pas accuser la machine. » Il était très contrarié et il m'a congédié. Il a fallu réveiller quelqu'un d'autre dans l'abri pour me remplacer. Clémentine s'inquiète de plus en plus des conséquences de son mauvais caractère. Elle lui écrit à ce sujet en le suppliant de mieux se contrôler. Mon chéri, j'espère que vous me pardonnerez de vous dire quelque chose que, selon moi, vous devez savoir. Vous risquez fort de vous faire détester par vos collègues et subordonnés en raison de vos manières abruptes, sarcastiques et autoritaires. Je dois avouer que j'ai remarqué chez vous une dégradation. Vous n'êtes plus aussi gentil qu'autrefois. Vous devez combiner votre immense pouvoir avec la gentillesse et le calme. Je ne puis supporter que ceux qui servent le pays et vous-même ne vous aiment pas, en plus de vous admirer et de vous respecter. Veuillez pardonner votre Clémie aimante, dévouée et attentive. Personne n'aime se faire passer un savon. Et c'est toujours un sacré savon. Mais tout le monde savait qu'à cette époque, il portait le poids de la guerre sur ses seules épaules. Alors nous faisions tout notre possible pour suivre ses instructions à la lettre. À l'été 1940, la bataille d'Angleterre fait rage dans le ciel, dans tout le sud du pays. Pendant ces combats, Churchill est la voix de ce qu'il appelle le peuple britannique au cœur de lion. Et il déclare qu'à travers ses discours, il permet aux lions de rugir. Selon son secrétaire particulier, John Colville, il consacrait 1 heure de préparation à chaque minute de discours. C'est-à-dire que pour une allocution importante devant la Chambre des communes, pendant 45 à 50 minutes, il travaillait son texte pendant 45 à 50 heures, tout en menant la guerre contre Hitler. Il m'a conseillé d'aller faire un tour pour prendre l'air, car nous allions travailler très tard. Je me suis exécutée, je suis revenue m'asseoir, et il a commencé à dicter. La gratitude de chaque foyer de notre île, de notre empire, et pour tout dire du monde, va aux aviateurs britanniques qui ont eu le courage. Et j'ai écrit, et lui, il continuait à parler en faisant le tour de la table encore et encore. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai posé aucune question pour demander une précision, car je voyais bien qu'il était en plein élan. Jamais dans le domaine des conflits humains, un si grand nombre de gens n'a dû autant à si peu de monde. Tous les cœurs battent pour les pilotes de chasse, dont nous voyons jour après jour les actions de nos propres yeux. Nous ne devons jamais oublier que chaque nuit, nos escadrons de bombardiers sont là. Parfois, sa voix baissait d'un demi-octave et il disait sèchement « cet homme affreux » en parlant d'Hitler. Nous ne pouvons prédire ce que l'avenir nous réserve, si de nouvelles épreuves nous attendent. Je me souviens que j'écrivais en pensant « pourvu que j'arrive à tout noter assez vite ». Ça a duré très longtemps.
À un moment, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Vous êtes fatigué ?» J'ai répondu « Non, pas du tout », parce que moi aussi je commençais à être dans tous mes états. Il m'a dit « Nous devons continuer comme la cavalerie jusqu'à tomber de fatigue. » Se retrouvant seul, désemparé face au désastre, aucun ne flancha. C'est la plus noble récompense de la victoire. Nous luttons pied à pied. J'appelle de mes vœux, de mes prières. Comme le Mississippi, c'est une force irrépressible qui déferle. Laissons-la déferler, telle une marée inexorable, irrésistible, bienveillante sur des terres toujours plus vastes pour des jours meilleurs. Au bout d'un certain temps, j'ai entendu poindre des signes de fatigue dans sa voix. Et soudain, il a cessé de déclamer pour reprendre un ton parfaitement calme. Il m'a dit « Cela suffit pour ce soir, vous pouvez aller vous coucher. » Il était alors 4h30. « Inutile de taper tout cela maintenant, vous le ferez demain matin. » C'était très gentil de sa part. À travers ses discours, Churchill galvanise la nation en idéalisant son passé glorieux. Il n'a jamais menti aux gens. Pratiquement tous ses discours leur annonçaient de nouvelles épreuves. Mais il leur rappelait aussi leur passé. Et c'était une bonne chose. C'était un élément très important de ses allocutions. Bien sûr, à chaque fois qu'il parlait, j'étais collée à la radio. Chaque homme et chaque femme doivent donc se préparer à faire son devoir, quel qu'il soit. Malgré la victoire de la bataille d'Angleterre, les incessants bombardements aériens des Allemands terrorisent bientôt les villes britanniques. Ces bombardements cruels, abominables et aveugles sur Londres font bien sûr partie du plan d'invasion d'Hitler. Un soir, en allant à King's Cross, les sirènes hurlèrent. Une brume d'automne et une fine pluie enveloppaient le paysage. L'air était froid et âpre. Dans un spasme de douleur psychique, j'ai ressenti au plus profond de moi les épreuves et la souffrance endurées par la population. Combien de temps encore cela allait-il durer? Qu'allait-on encore infliger aux gens? Depuis 1940, Churchill demande aux États-Unis de s'engager dans le conflit. En vain. Le 7 décembre 1941, à Pearl Harbor, le bombardement de la flotte américaine du Pacifique par les Japonais force la main de Washington. La Grande-Bretagne a enfin l'allié atlantique dont elle a désespérément besoin. Churchill et le président américain Franklin Roosevelt ont tenu leur première réunion officielle 4 mois avant Pearl Harbor, en août 1941. Immédiatement, les deux chefs d'État s'entendent à merveille. Eleanor Roosevelt s'en souvient. Il avait rencontré M. Churchill auparavant, mais n'avait jamais véritablement fait sa connaissance. Selon lui, cette réunion avait brisé la glace et il savait désormais que Churchill, qu'il avait pris pour un gros rustre, était un homme avec lequel il pouvait collaborer. Churchill est tout aussi impressionné par Roosevelt. J'ai conçu la plus haute estime et la plus grande admiration pour le président. Churchill et sa famille sont fréquemment reçus à la Maison-Blanche. Le valet est venu dans ma chambre pour me dire « Le Premier ministre veut vous dicter quelque chose. Il est dans la salle de bain. »
allez-y. Je me suis exécuté et je l'ai vu barboter dans l'eau tel un gros marsouin. Il a dit « Prenez note ». Et il a commencé à dicter entre deux éclaboussements. Ensuite, il est sorti du bain et on a frappé à la porte. Il a dit « Entrez » d'un ton sec, car il détestait être interrompu. Et le président Roosevelt est entré. Winston se tenait là, nu comme un verre, car sa serviette était tombée. Et il a déclaré « Comme vous le voyez, Monsieur le Président, je n'ai rien à vous cacher. » En revanche, la première dame n'est pas séduite par la personnalité extravertie de Churchill. Je suppose que je n'ai pas su cacher mes réticences à l'époque. Plus tard, à Londres, le Premier ministre s'en souvenait quand il m'a dit « Vous ne m'appréciez pas vraiment, n'est-ce pas, Madame Roosevelt ?» En y repensant, je crois que c'est assez vrai. Les cigares et toutes ces boissons alcoolisées n'y étaient pas étrangers. Malgré leur amitié, politiquement, les deux hommes sont aux antipodes. Roosevelt est un démocrate réformiste, tandis que Churchill, un conservateur pur et dur. Le président américain est, par exemple, fermement opposé à la position du Premier ministre qui défend l'Empire britannique avec acharnement. Franklin n'a jamais mâché ses mots pour exprimer à M. Churchill à quel point il pensait que les Britanniques n'en avaient pas fait assez, dans aucune des colonies qu'il avait eu l'occasion de voir, pour améliorer les conditions de vie des autochtones. Quand Churchill n'est pas aux États-Unis, il a de fréquentes conversations téléphoniques avec son homologue américain. Il adorait le côté clandestin de ces appels, écoutés par les services secrets et tous ces noms de code. Il concluait ses conversations, notamment celles avec le président, en disant « Cale ». Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais comme j'étais censé tout noter, je l'écrivais religieusement. Et puis le colonel pour lequel je travaillais m'a dit d'un ton exaspéré « Vous n'avez pas à écrire Cale à chaque fois, ne savez-vous pas ce que cela signifie ?» J'ai répondu que non, et il a dit « Cale veut dire « continuer à les empaffer ». En juin 1942, Churchill est de nouveau en visite à Washington. Le camp allié est en mauvaise posture. Singapour est tombé. Les sous-marins allemands font des ravages dans les convois atlantiques. Les armées d'Hitler ont conquis d'immenses territoires sur le front ouest. Le 21 juin, Churchill et Roosevelt apprennent que la base libyenne de Tobruk est aux mains de l'Africa Corps du général Rommel. Ce fut l'un des plus terribles revers de ce conflit. À Singapour, nous nous étions inclinés devant un nombre inférieur de Japonais. Maintenant, à Tobruk, des soldats chevronnés avaient déposé les armes devant des troupes sans doute 2 fois moins nombreuses qu'eux. Je n'ai pas tenté de dissimuler au président le choc que j'avais reçu. La défaite est une chose, le déshonneur en est une autre. Quelques voix commencent à se faire entendre pour remettre en question l'autorité de Churchill. Une motion de censure proposée à la Chambre des communes déclare « Cette Chambre n'a pas confiance en la direction générale de la guerre ». Ce fut la période la plus difficile du conflit. Tout le monde se disait
S'il perd le pouvoir, que va-t-il se passer? Que va-t-il lui arriver? Qui sera Premier ministre? Que sera demain? Au cours des débats, le député travailliste Aneurin Bevan ne ménage pas ses critiques. Le Premier ministre remporte les débats les uns après les autres et perd les batailles les unes après les autres. Le pays commence à se dire qu'il mène les débats comme la guerre et la guerre comme un débat. Dès le début de cette guerre, le gouvernement s'est fourvoyé dans sa stratégie et nul ne s'est plus fourvoyé que le Premier ministre lui-même. Churchill est piqué au vif. On n'a reculé devant rien pour miner la confiance en ce gouvernement, en le présentant comme un groupe d'hommes insignifiants sous la coupe du Premier ministre. On a ensuite instillé le doute dans son propre cœur et, si possible, aux yeux de la nation. La motion est rejetée par 475 voix contre 25. Pour l'instant, les détracteurs de Churchill sont réduits au silence. Pourtant, Churchill est blessé. Il a besoin d'une victoire. Le général Montgomery a remporté une victoire glorieuse et décisive au cours de ce qu'il faut appeler la bataille d'Égypte. Une lueur éclatante a éclairé les casques de nos soldats et réchauffé nos cœurs. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas même le début de la fin. Mais c'est peut-être la fin du début. En novembre 1942, la victoire de la 8e armée à El Alamein redore le blason de Churchill. Les Alliés progressent partout en Afrique du Nord. J'ai passé 2 jours à Tripoli et assisté à l'entrée magnifique de la 8e armée dans ses rues majestueuses. L'ennemi a été chassé de toute l'Afrique du Nord. 250 000 prisonniers sont désormais dans nos geôles. Le parfum de la victoire flotte dans l'air. En 1943, alors que la guerre tourne à l'avantage des Alliés, Churchill s'inquiète de plus en plus de la future place de la Grande-Bretagne sur la scène internationale. En novembre 1943, Churchill et Roosevelt rencontrent Staline à Téhéran pour le premier sommet des 3 grands. Quand Churchill est arrivé à la conférence de Téhéran, il n'avait plus de voix à cause d'une laryngite. Il était d'une humeur massacrante. J'ai cru comprendre que cela venait en partie du fait qu'il n'avait pas pu convaincre Roosevelt de discuter d'une approche commune face à Staline. Le fossé politique qui sépare les 2 hommes éclate au grand jour à Téhéran. Churchill comprend également que Roosevelt considère Staline comme son interlocuteur privilégié lors des négociations. On sentait parfois chez Roosevelt une attitude légèrement condescendante envers Churchill. Il tentait de s'attirer les bonnes grâces de Staline en faisant des plaisanteries sur Churchill et en parlant de leurs points de désaccord réels ou imaginaires. Bien évidemment, à l'origine, Staline a dû penser que c'était un stratagème mis au point par les 2 alliés capitalistes pour lui faire baisser sa garde.
Mais il a rapidement constaté que leur divergence était réelle et il était tout disposé à en tirer parti. Monsieur Churchill avait un côté presque naïf et il ne pouvait se projeter dans la tête de quelqu'un comme Staline. J'ai toujours trouvé cela très triste qu'il ait pu penser avoir gagné l'amitié de Staline, alors que pendant tout ce temps, Staline se moquait de lui dans son dos. Pour la première fois à Téhéran, j'ai réalisé à quel point nous sommes un petit pays. Là, j'étais assis à côté du grand ours russe, prêt à bondir, et du grand bison américain. Et moi, le pauvre petit âne anglais, qui était le seul à connaître le chemin de la maison. Après Téhéran, Churchill se rend en Afrique du Nord. Mais son état de santé est préoccupant. Trop mal en point pour voyager, il doit rester avec le général américain Eisenhower à Carthage. Son médecin, Lord Moran. « Je ne me sens pas bien, me dit-il. Mon cœur fait quelque chose de bizarre. Il semble battre un peu partout. » Il était à bout de souffle et angoissé. La base de ses poumons était congestionnée et l'on sentait son foie sous sa cage thoracique. Assis à son chevet, à écouter sa respiration affolée, j'ai su que nous étions au pied du mur. Churchill souffre de pneumonie et il fait 2 crises cardiaques. La guerre l'a mis à rude épreuve et il est rattrapé par son âge. Nous étions à l'un des moments clés de la guerre. Bien que Moran doute de l'évolution de mon état, au bout d'une semaine, la fièvre invalidante retomba. Churchill a besoin de toutes ses ressources physiques. Il est confronté à une réalité politique douloureuse. Une victoire alliée doit déboucher sur un nouvel ordre mondial, où la Grande-Bretagne risque de voir son empire démantelé et son pouvoir amoindri. Mais une fois encore, Churchill refuse de se laisser abattre. Le jour de Noël, vêtu de sa robe de chambre préférée, il prend son premier repas avec le général Eisenhower. Un festin composé de dinde et de pudding arrosé de champagne. À peine 3 semaines plus tard, le 18 janvier 1944, le Premier ministre est de retour derrière son bureau londonien en pleine forme. Il a encore une guerre mondiale à gagner.